Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de la technique, une des 18 notions centrales pour le bac de philo. C'est parti. Alors on va rapidement commencer par quelques petites définitions. Donc tout d'abord la technique bien évidemment se définit par les moyens permettant de transformer la nature. Je rappelle que la nature s'oppose à la culture. La culture regroupe tout ce qui est transformé par l'homme. La nature, c'est ce qui existe sans aucune transformation, sans aucune action humaine. Ces moyens peuvent être matériels, mais aussi intellectuels. On peut aussi mentionner l'expression monde artificiel, désignant le monde naturel modifié par la technique. Donc la technique permet une meilleure qualité de vie ainsi que de gagner du temps. Par exemple, le TGV ou encore les avions permettent à l'homme de se déplacer plus rapidement. On va maintenant attaquer notre premier chapitre. Dans un premier temps, nous allons voir qu'il ne faut pas avoir peur de la technique. Et nous allons d'abord commencer par étudier Descartes. Pour Descartes, l'homme transforme le monde grâce à son intelligence. Il est, je cite Descartes, comme maître et possesseur de la nature. La technique permet donc à l'homme d'avoir une forme de maîtrise de la nature et du monde et d'adapter donc ce monde à ses besoins, à ses envies. Pour Michel Onfray, la technique fait peur uniquement à cause du manque de recul. En effet, la technique permet d'inventer et de perfectionner. Cette crainte est donc irrationnelle. Sans prise de risque, aucun progrès n'aurait été effectué. Par exemple, à ses débuts, l'électricité était considérée comme maléfique. Les chemins de fer faisaient très peur. Les gens ne voulaient pas prendre le train. Eh bien, cela était simplement dû au manque de recul puisqu'en effet aujourd'hui, nous voyons bien que ces deux inventions n'inspirent pas de crainte, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, elles permettent d'améliorer notre vie. Mais ce n'est qu'après coup que l'on sait si une invention est bénéfique ou non. Alors, que penser réellement de la technique? En effet, c'est un paradoxe soulevé par Stéphane Foucard, qui va mettre en valeur le fait que nous ne connaissons pas les dangers réels de nos inventions. Nous ne dominons pas la nature et la technique n'est pas sûre. Par exemple, Fukushima en est la preuve. Cet accident est dû à une mauvaise utilisation de la technique dont on ne connaissait pas les dangers. Donc, il semblerait que la crainte de la technique soit fondée. Et nous allons maintenant nous intéresser à un extrait de Rousseau. Je le cite. Des abîmes comblés, des montagnes rasées, des rochers brisés, des fleuves rendus navigables, des terres défrichées, des lacs creusés, des marais desséchés, des bâtiments énormes élevés sur la terre, la mer couverte de vaisseaux et de matelots. On ne peut qu'être frappé de l'étonnante disproportion qui règne entre ces choses et déplorer l'aveuglement de l'homme qui, pour nourrir son fol orgueil et je ne sais quelle vaine admiration de lui-même, le fait courir avec ardeur après toutes les misères dont il est susceptible. Que retenir de cet extrait? Eh bien, il faut retenir que, pour Rousseau, l'homme se condamne au malheur en se laissant guider par son ego quant à l'aménagement du monde. La nature est donc dénaturée, c'est-à-dire qu'elle perd ses attributs. Et tout cela à cause de l'orgueil de l'homme qui veut sans cesse faire plus grand, plus impressionnant. Il faut donc réfléchir à l'usage que l'on fait de la technique. C'est notre troisième et dernier chapitre qui a une valeur un petit peu conclusive. En effet, la technique est moralement neutre. Ce n'est pas d'elle qu'il faut avoir peur, mais de son utilisation, si elle est employée à mauvais escient. Par exemple, Léonard de Vinci, que tout le monde connaît puisqu'il a eu un très très grand rôle dans l'histoire de la technique. Léonard de Vinci a inventé des machines qui ont servi pour la guerre, mais il ne savait pas que ces machines allaient servir pour la guerre. Il était très dépité d'en avoir été l'inventeur, puisque ces machines telles qu'il les avait pensées, eh bien, n'étaient pas dans le but de servir pour la guerre. Il ne voulait pas qu'elles aient cette utilisation. Nous pouvons maintenant mentionner Lucien Sève, qui va mettre en avant un concept extrêmement important, celui de la technoscience. La technoscience, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la technique mise au profit de la logique du marché. La recherche scientifique est très coûteuse, alors les financements publics ne suffisent pas toujours, donc cette recherche scientifique a recours à des financements privés.
Mais en contrepartie, ces financements privés lui imposent d'être rentable et d'être rapide. La science et la technique sont donc au service du marché, c'est-à-dire de la rentabilité, et du commerce, et c'est risqué. Hans Jonas va reprendre cette hypothèse en attirant l'attention sur le fait que nous devons faire attention aux conséquences de nos actes sur les générations futures, puisque la technique qui vise un profit, donc la technoscience dénoncée par Lucien Sèvres, sans se soucier des conséquences, est irresponsable. Il faut user donc de la technique pour l'intérêt général et en tenant compte des générations futures. Il ne faut pas que l'impact de la technique telle que l'on l'utilise aujourd'hui soit un impact négatif pour les générations à venir. Et voilà, ce cours est terminé. Je vous invite à me rejoindre en ligne pour plus de cours et je vous dis à très bientôt.